KPMG Fréquence Banque. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio KPMG pour cette nouvelle édition de Fréquence Banque, l'émission qui fait le tour de l'essentiel de l'actualité réglementaire et comptable bancaire. Nous sommes le jeudi 20 mai 2021, au micro, Kenza Moulin. Aujourd'hui, nous avons convié, mais à distance toujours, Stéphane Salabert, associé consulting banque de KPMG France, en charge des sujets conformité, qui nous décryptera les nouveautés de la lutte anti-blanchiment pour les établissements financiers. La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est une préoccupation majeure des États depuis la fin des années 80. Reconnaissant la menace pour le système bancaire et les institutions financières, les chefs d'État et de gouvernement ont ainsi créé le groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux, qu'on appelle également le GAFI. Ce groupe d'action financière a présenté en 1990 un premier plan d'action pour lutter contre le blanchiment de capitaux. De leur côté, les institutions européennes ont défini en 1991 un premier cadre réglementaire qui n'a cessé de s'enrichir depuis. La 6e directive de lutte contre le blanchiment va entrer en application le 3 juin prochain. Et c'est pourquoi nous avons choisi de nous intéresser aujourd'hui à cette question de la lutte anti-blanchiment au sein des établissements financiers et de convier Stéphane Salabert, associé de KPMG, qui exerce au sein des équipes de banque consulting. Stéphane coordonne de nombreux projets de mise en conformité, de remédiation, de transformation et d'optimisation, notamment sur le thème de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Stéphane, avant de nous intéresser à la réglementation, il est toujours utile de donner rapidement quelques éléments de contexte dans le domaine de la lutte anti-blanchiment. Nos auditeurs le savent certainement, le blanchiment de capitaux consiste à faire en sorte que des capitaux acquis illégalement est une source licite et à les insérer dans le circuit économique. Cet argent, l'argent sale, est un phénomène mondial dont les origines matérielles sont difficiles à identifier du fait de la complexité des échanges. Selon le GAFI que vous venez de citer, Kenza, le blanchiment de capitaux s'élèverait entre 2% et 5% du PIB mondial, soit entre 1 700 milliards et 4 500 milliards de dollars américains. Les établissements financiers sont exposés au risque de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme tout au long de la relation d'affaires et doivent apporter la preuve de l'efficacité de leur dispositif. Vous l'avez dit en introduction, depuis 30 ans, les États et notamment l'Europe ont mis en place des cadres réglementaires et les ont renforcés au fil du temps. L'Union européenne a en effet publié en octobre 2018 sa 6e directive, 6 mois seulement après la 5e directive qui, on le rappelle, date de mai 2018. Qu'apporte cette 6e directive aux banques dans le cadre de leur lutte contre le blanchiment ? Il est vrai que le cadre réglementaire européen s'est construit de manière progressive. La 4e directive marque un vrai tournant à partir de 2015 en s'inspirant des recommandations du GAFI de 2012. Cette directive renforce l'obligation de vigilance par l'extension du champ d'application à de nombreuses professions et activités, requiert l'identification dans des registres nationaux des bénéficiaires effectifs, ces détenteurs de plus de 25% d'une entité juridique, et enfin, elle précise la notion de personnes politiquement exposées, en résumé, des personnes considérées comme exposées à des risques plus élevés de blanchiment de capitaux en raison de leurs fonctions. Ensuite, en 2018, en réaction aux attentats, la 5e directive a été publiée avec pour ambition de lutter plus efficacement contre le terrorisme. Elle a ainsi étendu le champ d'application des réglementations aux nouveaux acteurs, comme notamment les plateformes de cryptoactifs, les agents immobiliers ou les marchands d'art, par exemple. J'en reviens à ma question, Stéphane. Qu'apporte cette 6e directive qui entre en application en juin 2021 ? Oui, cette 6e directive précise la notion de délit de blanchiment d'argent en l'harmonisant au niveau européen à travers la définition de 22 infractions et inclut désormais, par exemple, la cybercriminalité. Ce qu'il faut que nos auditeurs comprennent, c'est que le fait de préciser la notion de délit de blanchiment limite les interprétations par les États et permet de standardiser ces délits. Enfin, cette 6e directive étend la responsabilité pénale aux personnes morales et alourdit les sanctions avec maintenant une peine de prison minimale de 4 ans contre 1 an auparavant. Et dans l'actualité française récente, y a-t-il des évolutions dans le domaine de la lutte anti-blanchiment ? Oui, en France, on peut noter des évolutions du cadre réglementaire en matière de contrôle interne. Le 6 janvier 2021, un arrêté dédié à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme a été publié. Il devient le texte de référence dans le domaine du contrôle interne en matière de LCBFT.
Il remplace les dispositions précédemment comprises dans l'arrêté du 3 novembre 2014 et donne à la LCBFT l'importance qui lui revient, en complétant notamment l'ordonnance de transposition de la 5e directive. Enfin, il intègre aussi certaines lignes directrices de la CPR, notamment celle de mars 2020 relative au pilotage consolidé du dispositif LCBFT des groupes. Stéphane Salabert, le panorama des obligations des institutions financières étant posé, qu'en est-il maintenant de leur relation avec les autorités régulatrices ? Actuellement, les régulateurs de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sont les régulateurs nationaux. En France, il s'agit de l'ACPR, qui publie et met à jour régulièrement ses instructions et lignes directrices en la matière. Cette autorité conduit également des inspections au sein des institutions financières établies en France, afin de s'assurer de la conformité de leurs dispositifs par rapport aux réglementations françaises et européennes. Ces dernières années, des amendes ont été infligées par la CPR, notamment au motif que les dispositifs de contrôle étaient inefficaces, au vu par exemple d'une certaine lenteur dans le traitement des alertes. Mais depuis quelques temps, l'autorité bancaire européenne, ou EBA, est de plus en plus présente dans la lutte anti-blanchiment. Elle a d'ailleurs publié en 2019 des lignes directrices qui proposent notamment de créer des organisations destinées à faciliter la coopération entre les autorités de surveillance des différents États de l'UE. En complément, en mars 2021, l'EBA a complété ces lignes directrices. Désormais sont précisés les facteurs que les établissements financiers doivent prendre en compte pour évaluer le risque de blanchiment lié à des relations d'affaires et les obligations de vigilance correspondantes à l'égard de la clientèle. Il apparaît donc que l'autorité bancaire européenne est un acteur de plus en plus important de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Est-ce que cela change la donne pour les banques ? Je pense que cette question ouvre le débat de la supervision bancaire européenne et de l'union bancaire. En matière de LCBFT, on observe que le cadre réglementaire européen repose essentiellement sur des directives qui doivent être, par nature, transposées en droit national. Les maturités inégales des États et les interprétations locales des directives ont créé des divergences entre États membres auxquelles tentent de remédier à la fois la 6e directive et les dernières lignes directrices de l'EBA. À mon avis, pour répondre à ce besoin d'harmonisation de la LCBFT à l'échelle de l'UE, plusieurs pistes peuvent être explorées. Par exemple, cela pourrait passer par un règlement européen et donc d'application immédiate et homogène, et ou par la supervision de la LCBFT par des groupes de travail réunissant le régulateur européen et les régulateurs nationaux. C'est notamment le modèle des équipes de surveillance prudentielle conjointe, les JST, qui existent déjà au sein du mécanisme de supervision unique. Mais bien entendu, ce sujet appartient aux législateurs européens. En vous écoutant, Stéphane Salabert, on comprend que le cadre réglementaire est étendu. Où en sont aujourd'hui les banques d'un point de vue opérationnel dans leur lutte anti-blanchiment ? Bien évidemment, les acteurs bancaires historiques sont au cœur du système financier et ils maîtrisent donc le sujet. Ils ont développé des dispositifs conséquents qui conjuguent à la fois moyens humains et techniques dans les domaines réglementaires, opérationnels et technologiques. Ceci dit, la complexité et l'internationalisation croissante des flux financiers nécessitent de mutualiser au sein des établissements les ressources et d'automatiser les processus pour gagner en efficacité et en réactivité. Sur le plan des relations commerciales, les banques ont dû intégrer la LCBFT au cœur de leur processus d'avant et d'après-vente. Alors, ça n'a pas toujours été simple parce que les réflexes requis par la lutte contre le blanchiment peuvent sembler contraires à l'attente des commerciaux, à savoir rapidité et chiffre d'affaires notamment. Mais ce rôle de gardien du temps a un coût. Selon une étude de LexisNexis, les établissements financiers en France auraient dépensé en 2017 plus de 18 milliards de dollars. Et ce coût continue de croître année après année avec une hausse de près de 20% en 2 ans. C'est effectivement un montant important. Vous parliez d'acteurs financiers historiques. Est-ce à dire que les nouveaux acteurs n'auraient pas la même maturité en matière de lutte anti-blanchiment ? Il est difficile de répondre très succinctement à cette question car la maturité et les moyens mis en œuvre varient d'un établissement à l'autre, notamment en fonction de sa taille et de son activité. Les banques universelles ont en effet beaucoup investi dans les moyens humains et les solutions de surveillance des opérations. Cependant, aujourd'hui, l'enjeu pour elles est principalement de pouvoir rationaliser ces moyens, de gagner en efficacité et en pertinence. Pour les acteurs nouvellement régulés, on constate parfois un manque d'expertise et d'expérience en matière de LCBFT. Certains prestataires de services de paiement ou encore les prestataires de services en actifs numériques évoquent souvent la non prise en compte par la réglementation de leurs spécificités
et estime que les réglementations sont encore trop fondées sur le modèle bancaire. Au vu des missions que nous menons auprès de certains de ces acteurs, nous mesurons la difficulté qu'ils ont de définir et de mettre en place un cadre de contrôle approprié et de s'assurer de son efficacité. À l'inverse, nous observons également que les régulateurs attendent de ces mêmes acteurs un niveau de maîtrise du risque adapté, incluant des éléments tels qu'une cartographie des risques, un plan de contrôle, des procédures et notamment et surtout même des formations à destination des dirigeants et des équipes. Stéphane, je vous laisse le mot de la fin. En guise de conclusion, je dirais qu'aujourd'hui, en 2021, la lutte contre le crime financier et notamment la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme reste un sujet particulièrement important pour l'économie et la société. Et le rôle joué par les établissements financiers y est central. Pour ma part, nos auditeurs doivent garder à l'esprit les points suivants. Tout d'abord, sur le plan réglementaire, l'importance de la mise en place d'un cadre harmonisé à l'échelle de l'Union européenne, voire internationale, afin de favoriser les échanges d'informations entre États. Deuxièmement, la nécessité pour les institutions financières de résoudre l'équation complexe entre réglementation et coût. Ceci nécessite de faire évoluer leur modèle avec une vision plus holistique et avec une meilleure intégration de la technologie. En troisième point, le besoin d'adaptation des nouveaux acteurs financiers comme les prestataires de services en actifs numériques à un cadre plus exigeant, notamment avec la loi Pacte ou encore le décret d'avril 2021 qui renforce les attentes en matière de LCBFT à leur égard. Enfin, Kenza, vous évoquiez au début de cet entretien le rôle du GAFI au niveau international en matière de LCBFT. Le GAFI qui doit justement auditer le dispositif de la France cette année. Ces conclusions sont attendues en février 2022 et elles permettront sans nul doute de tracer la route pour les années à venir. Stéphane Salabert, un grand merci à vous pour votre éclairage. KPMG, Fréquence Banque.